Introduit par les Européens au XVIIIe siècle, l'alcool est une question délicate sur le territoire. En Nouvelle-Calédonie, l'alcool a traversé les années et le type de boisson absorbée évoluait en fonction de la consommation de la population, métropolitaine mais aussi américaine, et ce jusqu'à aujourd'hui. Cela a eu des conséquences sur l'augmentation de la consommation de la dite boisson, jusqu'à devenir un fléau au sein de la société calédonienne. D'où vient l'alcool? À quel moment est-il devenu un problème de santé publique reconnu et identifié comme tel? Et quels furent les moyens mis en œuvre pour freiner la culture de l'ivrognerie? C'est à ces questions que nous allons répondre dans ce nouveau numéro d'Histoire d'Histoire. L'alcool, donc, il est arrivé en Nouvelle-Calédonie sur le territoire avec les Européens. Que ce soit les marins, les colons, les missionnaires, les Européens ont amené l'alcool d'Europe puisque culturellement ça fait partie presque de leur alimentation quand il s'agit de la bière et du vin. Et les Européens donc, ont amené dans leur valise l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Le grand problème de l'archéologie, quand on découvre des fragments de bouteilles, c'est qu'on ne peut pas démontrer que ces bouteilles, quand elles ont été données aux Océaniens, et aux Kanaks en particulier, ces bouteilles étaient pleines. On a toute une série d'exemples, en particulier, je peux prendre un exemple à Ouvéa, où on voit que l'arrivée de la première bouteille entraîne un changement de matériaux immédiat. C'est-à-dire que les gens avant, ils coupaient avec des fragments de bambou ou alors des fragments de cristal de roche ou de quartz qui venaient de la Grande Terre. Et dans les fouilles archéologiques, on a la fin de ces fragments de quartz et au-dessus, on a immédiatement des fragments de bouteilles qui en fait tranchent beaucoup mieux. Et donc les gens l'ont compris dès que la première bouteille a cassé. Et il est fort probable que dans un premier temps, à travers le Pacifique, la grande majorité des bouteilles qui étaient en fait données aux Océaniens étaient des bouteilles vides qui étaient tout de suite cassées pour en faire des outils tranchants. Les premières traces de santaliers ou de missionnaires datent des années 1830, 1840. On va dire que l'alcool est arrivé à cette période en Nouvelle-Calédonie, mais c'est difficile de savoir exactement quand. Il est quasiment certain que dès que les relations n'étaient plus des relations de découverte mutuelle, mais avec des Européens qui restaient relativement longtemps à terre, on a là l'introduction de bouteilles, que ce soit des bouteilles en verre, que ce soit des bouteilles en grès, en particulier pour le gin. Et l'alcool est probablement pour la première fois entre guillemets, découvert par les Kanaks durant cette période qui est la période avant l'arrivée des missionnaires. Ensuite, à partir du milieu du 19e siècle, on passe à quelque chose de différent. On est dans un contexte qui est immédiatement précolonial avec les missionnaires, puis colonial. Je vous rappelle quand même que rien que durant la période du Santal, entre les années 1840-1850, il y a plus de 400 navires qui naviguent dans les eaux de la Grande Terre et des îles. Donc ça fait énormément d'occasions de contact. On a des gens qui sont à terre en permanence. Et donc parmi tout ce qu'ils amènent pour la nourriture et le reste, il y a certainement de l'alcool. Ce qui fait que les occasions pour les Kanaks d'être en contact avec ces boissons est démultipliée. Et on sait au moment de la première période de colonisation, on a un certain nombre d'exemples où on a des militaires qui sont invités dans des tribus ou en chefferie et qui décrivent que les gens ils sont saouls. Donc l'alcool, dans le budget de la colonie, à l'origine, c'est d'abord une dépense.
c'est une dépense importante pour l'administration, que ce soit l'administration coloniale, militaire ou pénitentiaire, puisqu'une grande partie des premiers colons, ce ne sont pas en fait des colons, ce sont soit des bagnards, soit des gens qui travaillent pour le service de l'administration et qui sont payés à la ration. Et dans cette ration, il y a une dose d'alcool qui est comprise. Donc, tous les ans, l'administration achète de grandes quantités de vin en particulier et d'alcool ou de rhum sur la Nouvelle-Calédonie ou en Australie pour pouvoir satisfaire ces rations. Donc, au début, c'est vraiment une grande dépense. Ensuite, à partir du début des années 1870, l'alcool va devenir une recette. L'administration va mettre en place des droits sur la consommation des boissons importées, en même temps des droits sur la consommation des tabacs. Et ces droits qui sont payés à l'entrée du port vont devenir une des recettes importantes de la colonie. On peut estimer qu'entre 1870 et 1900, l'alcool représente entre 15 et 25% ou 20% du budget de la Nouvelle-Calédonie. Ici, on est à l'île Nou, transformée en Nouville. Ici, on est devant le quai où arrivaient les bagnards. Et le bagne, c'est un des éléments importants de l'introduction d'alcool, en particulier du vin, en Calédonie, parce que ces milliers d'hommes, en fait, dans leur ration, il y avait obligatoirement du vin. Il faut bien comprendre que dans le contexte français ancien de l'Europe, l'alcool et en particulier le vin, pour la France, c'était quelque chose d'habituel. On donnait à boire du vin aux enfants. On mettait un peu de gingembre dans les biberons des nourrissons. Donc la problématique de l'alcool à l'époque avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Ça faisait partie du quotidien des gens. Et donc on sait que quand les bagnards partaient de France en bateau, dans leur ration, tous les jours, il y avait 23 centilitres de vin. Arrivé ici, il n'y avait pas de raison que ça s'arrête. Et pour l'anecdote, entre guillemets, les gardiens vérifiaient bien que les bagnards buvaient leur alcool quasi immédiatement pour éviter, en fin de compte, qu'ils le revendent ou qu'il y ait des circuits parallèles d'alcool au sein du bagne. Il y a eu une consommation outrancière chez les bagnards d'alcool à l'époque. Et là, on est vraiment face à un paradoxe et un échec du bagne par rapport à l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Les boissons alcoolisées sont des marchandises qui étaient présentes dans toutes les cargaisons de navires qui arrivaient en Nouvelle-Calédonie. Tous les navires de commerce, ils avaient une partie de leur cargaison qui était constituée par de l'alcool. Donc entre 5 et 30% selon les cargaisons. Les négociants, les grossistes qui faisaient venir cet alcool, ils étaient sûrs de trouver preneur à Nouméa. Que ce soit auprès de l'administration, auprès des missionnaires, auprès des colons, auprès des commerçants, ils étaient sûrs que l'alcool, les boissons alcoolisées allaient être achetées quand elles arriveraient à Nouméa. Pour la production locale, on est à partir des années 1860. Probablement, vous avez des gens qui faisaient ça avant déjà, parce qu'en fait, fabriquer de l'alcool, c'est relativement simple. Mais probablement, les productions un petit peu plus semi-industrielles, elles démarrent à partir des années 1880-1890, quand en fait, on commence à avoir énormément de bagnards libérés et que cette économie informelle devient plus rentable. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, on a une production artisanale à toute petite échelle. Dans l'annuaire de la Nouvelle-Calédonie, on retrouve l'adresse et le nom de producteurs de boissons. Donc ce sont des producteurs qui sont la majorité sur Nouméa et qui vont fabriquer des liqueurs à base de fruits.
ce genre de choses. Donc ça, c'est une petite production artisanale qu'on va trouver localement, qui est bien implantée quand même en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, si on parle de production d'alcool industriel, il y a eu une tentative très importante. C'est ce qu'on appelle la greffe sucrière. On a essayé d'implanter en Nouvelle-Calédonie la canne à sucre, et donc en implantant la canne à sucre, d'implanter la production de rhum. Mais cette greffe sucrière n'a pas prise, pour diverses raisons. La main-d'œuvre était chère, il y avait des cyclones, il y avait des sauterelles, les négociants locaux n'ont pas beaucoup investi dans la production sucrière et donc dans le rhum. Donc, il y avait aussi une grande concurrence de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui étaient proches, et une chute des cours du sucre qui a vraiment pas favorisé le développement d'une industrie sucrière. Et donc les espoirs de mettre en place une production locale de rhum a disparu. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose, c'est cet échec en gros, de la tentative sucrière en Nouvelle-Calédonie. On retrouve à partir des années 70-80 vraiment une réclame qui est faite autour de l'alcool. C'est-à-dire qu'avec la naissance de la publicité, eh bien, l'alcool, ça va être un des premiers produits qui est mis en avant. Quand un magasin ou un négociant voulait faire de la publicité dans les journaux de l'époque, il mettait son nom en gros, et dessous, il allait mettre les marchandises qu'on allait trouver dans son magasin, et en grosses lettres, des barriques arrivées fraîchement, ou alors montrer dans sa publicité qu'il y avait une grande diversité d'alcool dans son commerce. La société coloniale en elle-même, elle porte un paradoxe par rapport à l'alcool. D'un côté, vous avez cette tempérance qui vient des missions protestantes et du christianisme en général, mais surtout des missions protestantes, et qui fait de l'alcool le responsable des vices, de différents maux qui traversent la société. Et ça, c'est porté dans les sociétés coloniales. C'est quelque chose que les sociétés coloniales portent en elles, puisqu'elles sont imprégnées de cette culture chrétienne et de ces missions de tempérance, en particulier protestantes. Mais en même temps, on s'aperçoit que la société coloniale, c'est un endroit où il y a d'importantes consommations d'alcool. Et peut-être, on n'a pas de chiffres, mais peut-être plus encore que dans les sociétés européennes de l'époque. Donc on a vraiment cette contradiction en elle-même au niveau de la consommation d'alcool, au sein de la société coloniale. Pour les Océaniens, ça devait être assez perturbant. D'un côté, l'alcool, par la loi, par l'administration, leur était interdit, et ils devaient avoir une population européenne, des marins, mais toute une population qui consommait de l'alcool. Donc il devait avoir peut-être certaines incompréhensions par rapport à cette interdiction et le fait que ce soit une consommation très courante, voire culturellement très importante pour les Européens. On est avec de l'import, mais on est également avec la production locale. Et c'est probablement une partie de cette production locale qui va démultiplier la vente au Kanak. La résultante de ça, c'est qu'à partir du moment où il y a une forte demande en milieu Kanak, eh bien une partie des anciens bagnards ou des bagnards libérés vont se spécialiser dans la vente d'alcool au Kanak en brousse. Et la mise en place d'une économie autour de l'alcool, pas de choses qui étaient un peu désorganisées, va entraîner une situation qui va devenir une situation sanitaire inquiétante. Et cette situation sanitaire inquiétante, qui se traduit par des beuveries, qui se traduit par de la violence, qui se traduit par des situations qui posent problème, entre autres aux missionnaires, va obliger l'administration coloniale, à partir de la fin du 19e siècle, à édicter un certain nombre de règles
d'interdiction de vente d'alcool aux indigènes. Et donc il va y avoir une prise en main par l'administration coloniale du contrôle de la vente d'alcool aux Kanaks pour tenter de limiter l'impact négatif de l'alcool en milieu coutumier. Ils peuvent en acheter peut-être de manière sous le manteau, mais ils ne peuvent pas le consommer sur la voie publique ou alors à leur risque et péril, puisqu'ils peuvent avoir des démêlés ensuite avec la justice coloniale si ils se retrouvent en état d'ivresse. Et donc il faut effectivement attendre ce qui se passe en production d'alcool à moitié frelaté durant la Deuxième Guerre mondiale avec les Américains, tous ces événements-là pour que également la fin de l'indigénat, pour que des textes de loi qui sont développés durant la deuxième moitié du XXe siècle, c'est des textes à ce moment-là globaux, dans une société où, même en France, le problème de l'alcool, à partir des années 1960, commence à se poser. Le commerce de l'alcool pendant la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie a connu une explosion parce que il faut imaginer qu'entre 1942 et 1945, à peu près 100 000 et parfois plus soldats étaient sur le territoire calédonien de la Grande Terre. Et donc, ces soldats avaient une paye et ils étaient là, bien sûr, pour s'entraîner, mais aussi pour se distraire. Et en plus de cela, ils partaient à la guerre. Donc, ils avaient l'intention, avant d'y aller, de profiter de la vie, en somme. Ce qui fait qu'ils ont été de bons clients pour ceux qui vendaient de l'alcool. Et dans la mesure où il y avait une forte demande, eh bien, l'offre s'est adaptée. Et les Calédoniens, que ce soit les importateurs, que ce soit les personnes privées, eh bien, ont rivalisé pour créer des bars et ce qu'on appelait à l'époque des shops, et qu'on dit aujourd'hui des snack bars, mais à l'époque c'était des shops et des bars. Et il y a eu, par exemple en 1943, il y avait 229 snack bars dans la région de Nouméa. Et en 1945, il y avait encore 89 bars dans la ville de Nouméa et dans l'agglomération. Et c'était vrai également dans tous les centres de brousse où il y avait des campements américains ou néo-zélandais près. Donc, qu'ont fait ces tenanciers de bars? Eh bien, ils ont importé du whisky, du vin, du brandy, comme on disait, parce que la bière était réservée à l'armée américaine. Et de ce fait, les importateurs ont multiplié par 7 certaines années les quantités d'alcool importées. Et donc, les chiffres d'affaires et les bénéfices et les profits de ces entreprises d'importation ont grandi dans la même proportion, en gros. Cette fresque, elle est authentique. Elle date de la guerre, donc elle est composée de 8 panneaux en bois. Et elle était dans un des messes, je crois le mess qui était à l'emplacement du cinéma Ixon aujourd'hui. Et elle a été réalisée par un artiste militaire américain et elle a été préservée. Et donc elle participait de l'ambiance qu'il y avait dans ces bars et dans ces dancings dans la ville de Nouméa. Il y en avait plusieurs dizaines. En fait, socialement, que s'est-il passé? Beaucoup d'Européens de conditions modestes ou de la classe moyenne ont vu dans la vente d'alcool une occasion de gagner beaucoup d'argent. Et parfois, certains ont abandonné toute morale et ont vendu de l'alcool frelaté, c'est-à-dire qu'on coupait le vin avec de l'eau.
et les soldats achetaient à prix d'or les bouteilles de whisky, les bouteilles de vin. Donc il y a eu un commerce d'alcool assez important qui a permis l'enrichissement de dizaines et de dizaines de familles calédoniennes qui étaient plutôt modestes et qui ont trouvé là un moyen, en somme, d'enrichissement et puis plus tard, après la guerre, d'ascension sociale. L'évolution de la consommation d'alcool est dramatique en Nouvelle-Calédonie. Tous les jours, on est témoin d'un certain nombre de faits qui sont inquiétants et sur lesquels il faut pouvoir agir. Et c'est vrai qu'on peut remarquer, mais comme dans beaucoup de régions du monde, une forte augmentation de la consommation d'alcool ou de drogue en général, et qui est liée principalement aussi à un mal-être contemporain. Donc on est aussi, les Calédoniens sont inscrits dans une dynamique, je dirais, mondiale, où être adolescent, devenir un adulte dans un monde qui n'est pas très accueillant, avec une éco-anxiété, etc., l'alcool est souvent utilisé comme un anxiolytique, donc comme quelque chose qui apaise. Nous, on a de nombreux patients qui malheureusement se sont retrouvés dans des situations où cette consommation d'alcool qui au départ était festive, était mondaine, était conviviale. Je pense que c'est important ça aussi de préciser que tous les patients qui sont alcoolodépendants, ils ne sont pas nés alcoolodépendants, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement, petit à petit, et sous un mode de convivialité, festivité, et donc on n'identifie pas la problématique. Mais l'alcool étant une substance addictive, petit à petit, on se laisse un petit peu embarquer dans tout ça, et donc nous, on a des patients qui ont continué leur consommation d'alcool, d'une consommation qui était seulement isolée le week-end, elle s'est installée un petit peu la semaine, parce qu'on a une journée un petit peu plus difficile, on va majorer les quantités, et puis on va commencer à consommer de plus en plus, en semaine, tout seul, pour soulager des contrariétés. Et puis petit à petit, au niveau du travail, ça va commencer à dégringoler. Nous, on a un patient qui, comme ça, a perdu sa société, s'est séparé de son épouse. Et puis petit à petit, il y a eu une démence alcoolique qui s'est installée et il a dû être placé en institution parce qu'il n'est plus capable de vivre tout seul chez lui. Et c'est quelqu'un qui a moins de 50 ans. Donc des situations comme ça, on en voit malheureusement assez régulièrement au centre de soins d'addictologie. C'est une problématique qui est vraiment importante sur le territoire et qui nécessite elle nécessite des campagnes de prévention pour informer le public sur les dangers de cette consommation d'alcool. La violence qui est liée à l'alcool pose la question de base de pourquoi les gens y boivent en Calédonie. Et cette question, en fait, elle renvoie à un certain nombre de blocages de la société calédonienne. Ces blocages, ils sont liés d'un côté à notre structure sociale, d'un autre côté à notre histoire, quelles que soient les communautés, et puis à un certain nombre de passifs liés à l'histoire coloniale qui n'ont toujours pas été épurés. Que ce soit les droits des uns et des autres, que ce soit la reconnaissance de la violence qui a été infligée au peuple autochtone, mais qui a été également infligée à 30 000 personnes qu'on a envoyées ici en exil, dont toute une partie en exil définitif. Et donc, le lien entre violence, processus colonial et bagne calédonien, parce que le bagne est un espace qui était un espace extrêmement violent et qui a produit des hommes qui, une fois devenus pères, ont eux-mêmes été dans une forme de dureté et de violence avec leurs enfants, qui donc ont reproduit eux-mêmes la même chose. Et la violence intrinsèque de notre pays, elle est avec des racines qui sont diverses suivant les communautés. Et la seule manière de, quelque part, dépasser cette violence sociétale, c'est de régler nos problèmes,
de regarder le pourquoi de cette violence qui nous caractérise, de la soigner, de quelque part la guérir pour pouvoir passer à quelque chose qui soit où il n'y ait plus de raison d'être une société violente.